Ma femme s'est remise en forme et a décidé qu'elle pouvait trouver mieux que moi. Du coup, elle a demandé le divorce, mais elle l'a vite regretté. Salut tout le monde. C'est Dave. Accrochez-vous, parce que ma vie a basculé du côté obscur il n'y a pas si longtemps. J'ai 34 ans, je suis un simple chef d'entrepôt à Columbus. Ma vie n'avait rien d'extraordinaire, mais elle était stable. J'avais un bon boulot, une jolie maison et j'étais marié à Carla. On était ensemble depuis 5 ans, mariés depuis 3, et je pensais qu'on avait une relation plutôt stable. Bien sûr, on n'était pas le couple romantique des séries télé, mais ça marchait. On payait les factures, on avait nos soirées en amoureux, et les disputes occasionnelles, c'était normal dans un mariage, du moins c'est ce que je croyais. Il y a environ 6 mois, Carla a décidé de se lancer dans un grand programme de remise en forme. C'est arrivé comme ça, sans prévenir, mais j'étais partant. Elle s'est inscrite dans une salle de sport chic du centre-ville qui ressemblait plus à un spa qu'à une salle de sport. Elle s'est offert un coach sportif, Justine, et s'est mise à parler de préparation des repas, de macros et de cure détox. Ça ne me dérangeait pas. Au contraire, je l'encourageais. Après tout, on mérite tous de se sentir bien dans sa peau, non? Et puis, je me disais que ce n'était qu'une passade, comme son engouement éphémère pour le tricot ou sa période tarot. Au début, je l'aidais même. Je prenais en charge plus de tâches ménagères, la vaisselle, le linge, les courses, pour qu'elle ait plus de temps pour ses entraînements. Je pensais que c'était une façon de lui montrer mon soutien, mais petit à petit, les choses ont commencé à changer, et pas en bien. Plus Carla maigrissait, plus son ego enfle. Elle est devenue obsédée par son reflet, passant des heures devant le miroir à peaufiner ses tenues de sport ou à prendre la photo parfaite pour Instagram. Elle ne faisait pas ça que pour elle, elle voulait un public. Je me souviens d'une fois où je lui ai proposé de regarder un film ensemble. C'était vendredi soir et je pensais qu'on pourrait se détendre comme avant. Elle a ricané. Dave, je n'ai pas de temps à perdre. J'ai des objectifs à atteindre. Des objectifs? Quels objectifs? On ne parlait pas de courir un marathon ou d'escalader l'Everest. Elle faisait juste de la musculation et buvait une mixture verte. Bref. J'ai haussé les épaules. C'était peut-être moi qui étais déraisonnable. Puis est arrivé le matin où tout a commencé à dérailler. Ça a commencé comme tous les autres. J'étais à moitié endormi, sirotant mon café avant de partir au travail, tandis que Carla engloutissait son habituel smoothie chouka l'épinard, un vrai désastre. Elle était en tenue de sport, les yeux rivés sur son téléphone. Soudain, elle lâche « Je mérite mieux dans la vie ». J'ai levé les yeux, encore ensommeillé. Plus de quoi. Elle a posé son smoothie et m'a dévisagé. L'air grave. Ce mariage me freine. Dave, je demande le divorce. J'ai cru à une blague. J'ai même ri, pensant qu'elle se moquait de moi, mais elle ne riait pas. Son visage était impassible. J'ai évolué, c'est bon pour toi, a-t-elle dit comme si j'étais un vieux meuble qu'elle s'apprêtait à jeter. Tu ne peux pas comprendre. J'étais complètement abasourdi. Ma femme, celle avec qui j'avais partagé des années de ma vie, venait de me lâcher ça comme si de rien n'était. J'essayais de comprendre ses paroles, mais je ne ressentais qu'un mélange de choc et de colère qui bouillonnait en moi. Comment ça, j'ai évolué? Évolué quoi? Elle soupira comme si j'étais un enfant qui posait trop de questions. Dave, j'ai travaillé sur moi-même, j'ai essayé d'être la meilleure version de moi-même, et franchement, cette vie ne correspond plus à mon potentiel. Je veux plus que cette maison, cette routine, toi. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Elle n'a même pas cherché à mâcher ces mots. À ses yeux, je faisais partie du problème. La vie que nous avions construite ensemble ne lui convenait plus. Elle a pris son sac de sport et est sortie sans même un au revoir. Je suis resté assise là, fixant le verre à moitié vide de cette mixture verdâtre qu'elle avait laissée derrière elle, me demandant ce qui venait de se passer. Ma journée de travail était un vrai brouillard. J'ai fait les choses machinalement, mais mon esprit était obsédé par Carla. Était-ce réel? Était-elle vraiment en train de me quitter? On s'était déjà disputé, certes, mais le divorce. C'était si soudain, si calculé. La façon dont elle l'a dit, comme si elle avait répété ce discours pendant des semaines, ne laissait aucun doute, sa décision était déjà prise. Les jours suivants, les failles de notre mariage sont devenues criantes. Elle ne m'adressait quasiment jamais la parole,
sauf pour parler du partage de la maison ou de la médiation. Elle rentrait tard, prétextant être à la salle de sport ou avec des amis. Son téléphone était collé à sa main, et son Instagram était inondé de selfies et de légendes du genre « Nouveau chapitre, qui est-ce ?» et « Je profite de la vie ». Chaque publication était une gifle. Un rappel qu'elle avait déjà tourné la page, même si les papiers n'étaient pas encore signés. Un soir, en parcourant mes réseaux sociaux, j'ai remarqué qu'elle avait supprimé toutes nos photos. Photos de mariage disparues. Publications d'anniversaire effacées. C'était comme si j'avais été complètement rayé de sa vie. Pendant ce temps, ces nouvelles publications accumulaient les likes et les commentaires dithyrambiques. Tu rayonnes. Quelle inspiration. Ça me rendait malade. Personne ne connaissait la vraie Carla ni ce qu'elle me faisait subir. Un autre soir, je l'ai entendue au téléphone pendant que je me préparais pour le travail. Elle était dans la cuisine et parlait à quelqu'un de cette voix mielleuse et affectée qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Ouais, je me sens tellement libre maintenant, a-t-elle dit. Je fais enfin ce qui me rend heureuse. Elle a marqué une pause et a gloussé. Il ne comprend même pas. Il est resté bloqué dans le passé. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Carlo ne me quittait pas simplement. Elle se réinventait. Et j'étais le poids qu'elle laissait tomber. Mais voilà. Je ne suis pas du genre à me laisser faire. Elle pensait pouvoir me rouler dessus et repartir avec tout. Mais elle allait vite déchanter. Ce n'était que le début. Et si Carla voulait se battre, elle allait en avoir une. Mais attendez, le pire était à venir. Un après-midi, je déjeunais dans un café près de mon travail. J'étais tranquille, absorbé par mon téléphone, quand j'ai surpris une conversation entre deux types à la table d'à côté. Ils parlaient d'une bombe du fitness qu'ils avaient trouvée sur Internet. Je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que l'un d'eux prononce son nom, Carla. J'ai eu un choc. Il riait, parlant du contenu premium qu'elle promouvait. Au début, je me suis dit, non, impossible. Pas Carla. Mais l'un d'eux a montré son Instagram sur son téléphone. C'était elle, ma Carla. Ils ont continué à raconter comment elle avait commencé à teaser un compte OnlyFans, en postant des liens dans sa bio, genre pour les vraies séances d'entraînement. J'étais furieux. Ce n'était pas juste une lubie de fitness. Elle profitait de sa nouvelle liberté pour devenir une véritable arnaqueuse et se faire de l'argent. En rentrant, je l'ai confrontée. Elle était assise sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone, comme si de rien n'était. « Carla », ai-je dit en essayant de garder mon calme. « C'est quoi ce truc d'OnlyFans ?» Elle a levé les yeux, impassible. « C'est mon corps, Dave. Mon choix. Ça ne te regarde plus. » Je n'en revenais pas de son culot. « Ça ne me regarde pas. On est encore mariés. Tu te vends sur Internet pendant que j'essaie de sauver notre couple. » Elle a levé les yeux au ciel comme si j'étais une vieille antiquité qui n'y comprenait rien. Ce n'est pas me vendre, c'est créer du contenu. Plein de gens le font. Et puis, ce n'est pas comme si tu payais mes factures. C'est là que j'ai compris. Carla ne voulait pas juste divorcer. Elle voulait une nouvelle vie. Une vie où elle serait la star, le personnage principal, et moi un simple figurant qu'elle avait rayé de sa vie. Elle n'avait ni honte ni excuse. Au contraire, elle était fière, comme si elle avait enfin trouvé sa vocation, devenir une star du web. Les semaines suivantes, ses phrases ont pris de l'ampleur. Elle s'habillait comme pour une audition de télé-réalité, robe moulante, talons vertigineux, maquillage épais comme du glaçage. À chaque fois qu'elle sortait, on aurait dit qu'elle se rendait à un événement VIP. Pas au supermarché. Ces légendes étaient encore pires, je vis ma vérité. Plus de retenue. Et celle qui m'a donné envie de jeter mon téléphone par la fenêtre, ce n'est plus une épouse. C'est une force de la nature. Quelle audace! Pendant que Carlo jouait les célébrités, je gérais les conséquences, avocats, paperasse, etc. Mais Carlo n'était pas aussi intouchable qu'elle le pensait. Mon avocat, Steve, un vrai génie, avait mené son enquête. Il s'avère qu'elle fréquentait quelqu'un, un profiteur, certes, mais avec un abonnement à la salle de sport. Vous devinez de qui je parle. Accrochez-vous, ça va chauffer. Mise à jour numéro 1. Salut Reddit. C'est Dave, votre futur divorcé préféré, témoin privilégié du désastre de la transformation physique de mon ex. Si vous suivez,
vous savez que ma femme, Carla, a décidé qu'elle se prenait pour quelqu'un d'autre, m'a largué et se pavane en ville comme une star du fitness. Mais parlons plutôt du type qui est à l'origine de tout ce bazar. Justine. Et oui, son coach sportif. Original, non? Dès que j'ai entendu son nom, j'ai su que ce n'était pas une simple relation coach-client. Justine, c'était le genre de mec qu'on croise dans une émission de télé-réalité. Musclé, bronzé artificiellement, et d'une profondeur abyssale. Charme, muscles, et un sourire narquois digne d'une mauvaise comédie romantique. Carlo ne se cachait pas non plus. Un jour, elle est rentrée à la maison après sa séance de sport, rayonnante. Justine lui a dit, « Je n'ai jamais été aussi fort. » Elle se vantait sans même me regarder. Ouais, Carla, je suis sûr que Justine t'a aussi dit qu'il n'avait jamais entraîné quelqu'un comme toi, c'est du cinéma. Quelques semaines plus tard, elle a arrêté de faire comme si de rien n'était. Elle a commencé à glisser son nom dans la conversation. Justine m'emmène dans ce nouveau resto végan. Ou encore, Justine a dit, cette protéine en poudre, c'est révolutionnaire. Pendant ce temps-là, je restais planté là, genre, j'ai l'air intéressé, non? Mais Carla ne se contentait pas de le mentionner. Elle l'exhibait comme un trophée. La nouvelle s'est vite répandue. Mes amis ont commencé à m'envoyer des textos pour me dire qu'ils avaient vu Carla et Justine partout en ville. Ils se tenaient la main, riaient et se comportaient comme le couple star d'Instagram. Carla ne cherchait même pas à le cacher. Un soir, elle est rentrée à la maison, plus effrontée que jamais, et a dit, juste pour que tu le saches, Justine et moi, on sort ensemble maintenant. Je crois qu'il est temps que tu l'acceptes. Oh, j'ai tout accepté, n'est-ce pas? J'ai accepté que ma femme soit devenue une caricature de la femme qui se croit tout permis. Elle m'avait déjà mentalement rayé de la carte. Alors, qu'est-ce que ça pouvait lui faire d'ajouter une liaison publique à son CV? Plus j'en apprenais sur Justine, plus la colère montait en moi. Ce n'était pas juste un beau gosse de la salle de sport. Ce type avait un passé trouble. Mon avocat, Steve, qui mérite une médaille, a mené son enquête et découvert que Justine avait déjà fait le coup 2 fois. En fait, il avait un mode opératoire bien rodé, trouver une femme mariée, la flatter et la valoriser, et l'inciter à quitter son mari. Puis, une fois la tempête passée et l'argent tari, il disparaissait comme par magie. Justine était un briseur de ménage professionnel. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'arnaque. Il flattait ses femmes, leur donnait l'impression d'être invincible et profitait de leur succès jusqu'à ce que ça ne l'arrange plus. Et Carla, elle était la cible idéale. Elle avait soif d'attention et de reconnaissance comme un poisson a soif d'eau. Justine la tenait à sa merci, et elle ne s'en rendait même pas compte. Le pire, c'était son arrogance. J'ai appris par des connaissances communes que Justine parlait déjà de leur grand projet. Apparemment, il aurait dit à quelqu'un qu'une fois le divorce prononcé, Carla et moi allions bâtir un empire. Un empire? Sérieusement? Tu es coach sportif, pas entrepreneur du web. Mais bon, rêve en grand. Justine ne comptait pas seulement sur l'argent de Carla. Il comptait aussi sur le mien. Carla réclamait la moitié de mes économies, une pension alimentaire, et essayait même de prendre la maison. Elle pensait pouvoir débarquer au tribunal, jouer les victimes et repartir avec le jackpot pour sa nouvelle vie avec Justine. Elle était loin de se douter que mon avocat avait des preuves. Imaginez un peu le couple Carla-Justine, un type qui ne porte que des débardeurs à côté d'une femme qui se prend soudainement pour une Kardashian. Ils inondaient les réseaux sociaux de photos devant des voitures de luxe, qui n'étaient pas les leurs, et se taguaient dans des restos chics. Je parie que c'était Carla qui payait l'addition. C'était comme s'ils essayaient de crier, « Regardez-nous. On est en train de gagner. » Mais pour quiconque avait un minimum de bon sens, il était évident qu'ils en faisaient trop. Leur relation n'était pourtant pas sans faille. La personnalité exubérante de Justine commençait à se heurter au complexe de diva grandissant de Carla. Un soir, je l'ai entendue au téléphone dans la cuisine, en pleine dispute. « Je me fiche de ce que tes ex ont dit de toi, Justine. Tu es avec moi maintenant, et je mérite mieux que tes problèmes. » Je n'ai pas entendu la suite, mais cela m'a suffi pour comprendre que leur petit monde idéal n'était pas aussi parfait qu'ils voulaient le faire croire. Même si cela m'énervait, il y avait quelque chose d'étrangement satisfaisant à voir Carla miser tout sur Justine. Elle avait tout misé sur ce type, persuadée qu'il était la clé d'une vie meilleure. Et ce n'était qu'une question de temps avant que tout ne s'écroule.
mon avocat et moi, on s'en assurait. Après la médiation, la confiance de Carla en a pris un coup. Elle est entrée dans cette pièce en se prenant pour Beyoncé et en est ressortie complètement abasourdie. C'était magnifique. Justine, son fidèle acolyte, n'a même pas essayé de la réconforter. Il était juste derrière elle, les yeux rivés sur son téléphone. C'était mon premier indice que leur petit empire n'était pas aussi solide que Carla voulait le faire croire. Mais revenons un peu en arrière. La médiation n'a pas été qu'un simple revers pour Carla. C'était un désastre. Elle pensait arriver, pleurer un peu et repartir avec la maison, la moitié de mes économies et la pension alimentaire. L'avocat de Carla l'a dépeinte comme l'épouse sous-estimée qui a tout sacrifié pour mes rêves médiocres. Vous savez, des rêves médiocres comme le travail pour lequel je me tue à la tâche depuis des années. Steve, mon avocat, un vrai génie, était prêt. Il avait des tableurs, des captures d'écran et même des relevés de cartes de crédit pour étayer mes accusations. Carla avait dilapidé notre compte joint pendant des mois avant de demander le divorce. On parle de journées spa de luxe, de vêtements de créateurs et de dîners à $200. Pendant que je mangeais les restes en essayant de comprendre ce qui avait mal tourné, Steve s'est assuré que le tribunal voit chaque centime gaspillé. Puis sont arrivés les secrets de Justine, ses liaisons passées, son habitude de charmer les femmes mariées et comment il disparaissait toujours quand l'argent ne rentrait pas comme prévu. Cerise sur le gâteau, Steve a trouvé des messages d'une des ex de Justine, avertissant Carla de faire attention. Bien sûr, Carla n'en a pas tenu compte. Elle se croyait différente. Le sourire narquois de Justine avait disparu lui aussi. En fait, il avait l'air carrément mal à l'aise. Il réalisait probablement que sa petite arnaque était en train de se défaire. Carla a essayé de le défendre, en disant « Justine n'est plus comme ça ». Mais les preuves étaient accablantes. Le juge n'était pas dupe. À la fin de l'audience, il était clair que Carla n'allait pas repartir avec la fortune qu'elle espérait. « Justine, on aurait dit que tu étais déjà en train de préparer ta sortie. » Après la médiation, Carla a commencé à se comporter bizarrement. Elle n'était plus aussi arrogante. Elle essayait toujours de publier ses inepties motivationnelles sur Instagram, mais ses légendes étaient devenues désespérées. Au lieu de « je vis ma meilleure vie », c'était des trucs du genre « évoluer n'est pas toujours facile, mais ça vaut le coup ». Ouais, bien sûr, Carla. Continue de te le répéter. Justine, de son côté, montrait son vrai visage. Il était toujours là, mais pas aussi présent que Carla le laissait entendre. Il a commencé à sécher leurs apparitions publiques. Fini les sorties main dans la main dans les restaurants chics ou les photos souvenirs à la salle de sport. La rumeur courait qu'il flirtait déjà avec une de ses autres clientes, une femme plus jeune qui, apparemment, n'avait pas le même passé que Carla. Typique. Un soir, Carla est rentrée tard. Je vivais encore avec elle à ce moment-là, car je n'avais pas le droit de la mettre à la porte. Elle titubait, l'air complètement épuisé. Je n'ai pas dit un mot. Je suis juste resté assise sur le canapé à la regarder. Elle a posé son sac de marque sur le comptoir et a soupiré théâtralement, comme si elle voulait que je lui demande ce qui n'allait pas. Je n'entrais pas dans son jeu. Je suis simplement allé dans ma chambre. Le lendemain matin, Carla a essayé de faire comme si de rien n'était. Elle a fait les 100 pas dans la cuisine en préparant un de ses smoothies au chou cal, mais son arrogance habituelle avait disparu. Justine est occupée avec ses clients, a-t-elle lâché sans prévenir. Je n'ai pas répondu. Je savais qu'elle voulait que je lui pose des questions, mais je ne lui en donnais pas l'occasion. Une semaine plus tard, le vrai drame a commencé. J'ai reçu un appel de Steve. Apparemment, Carla avait déposé des documents de dernière minute pour tenter de réclamer davantage d'actifs. Elle voulait une compensation morale pour le stress que je lui avais causé pendant notre mariage. Oui, vous avez bien lu. Carla pensait pouvoir obtenir plus d'argent en me tenant responsable de sa crise de la quarantaine. Je n'en revenais pas de son culot. Steve, fidèle à lui-même, s'était déjà préparé à cette absurdité. Il a déposé une plainte reconventionnelle, démontrant comment Carla avait vidé nos comptes et manipulé la situation à son avantage. Il a même joint ses publications Instagram comme preuve. Les légendes à elles seules étaient accablantes, la preuve qu'elle n'était pas une victime stressée, mais une diva égocentrique qui profitait de la vie à mes dépens. À peu près à la même époque, Justine a complètement disparu. Il a cessé de venir à leurs séances de sport, de répondre à ses appels, et l'a même bloqué sur Instagram. Oui, bloqué. Carlo était au bord de la crise de nerfs.
Je l'entendais faire les 100 pas dans la maison, l'appelant sans cesse. Justine, rappelle-moi. Il faut qu'on parle. Elle avait l'air désespérée, et honnêtement, c'était jouissif. Finalement, une de ses amies a vendu la mèche. Justine était passée à une autre cliente, plus jeune, plus flamboyante, et surtout, pas en plein divorce. Carlo était anéanti. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, en publiant des citations énigmatiques comme « Parfois, les gens ne sont pas ce qu'ils paraissent, et on ne peut pas bâtir un empire avec quelqu'un qui joue à des jeux. » Mais tout le monde savait ce qui s'était passé. Son homme idéal l'avait abandonné dès que les choses se sont compliquées. C'est à ce moment-là que le sentiment de supériorité de Carla a commencé à s'effriter. Elle a déserté la salle de sport. Ses tenues glamour d'antan ont laissé place à des survêtements et des chignons négligés. Elle a même cessé de publier sur Instagram pendant un temps, ce qui était franchement choquant. C'était comme si toute son identité était liée à Justine et au fantasme de leur nouvelle vie. Et sans lui, elle ne savait plus quoi faire. Un soir, elle a essayé de me parler. « Dave », a-t-elle dit, debout dans l'embrasure de la porte du salon. « Je pense qu'il faut qu'on revoie tout ça. Ce divorce, ça a été dur pour nous deux. » Je l'ai fixé du regard, attendant la chute. « Où veux-tu en venir, Carla ?» Elle a soupiré théâtralement, comme si elle était la victime. « Je pense juste qu'on a peut-être précipité les choses. Enfin, on a passé de bons moments, non ?» J'ai failli rire. « Carla, tu as demandé le divorce. Tu m'as dit que je te freinais. N'oublie pas que maintenant que Justine est partie, tu as des doutes. » Incroyable. Elle a essayé de me faire pitié, en parlant de sa solitude et de tous les sacrifices qu'elle avait faits pour ce mariage, mais je n'y croyais pas. « Carla, ai-je dit en la coupant, tu as fait ton lit. Assume-le. » Le petit monde imaginaire de Carla s'écroulait, et je n'ai même pas eu à lever le petit doigt. Le karma s'en est chargé. Voilà pour l'instant, Reddit. Je vous tiens au courant après le verdict final, et croyez-moi, vous ne voudrez pas rater ça. Deuxième mise à jour. Salut Reddit, c'est Dave. Vous m'avez suivi jusqu'ici, alors préparez-vous au grand final de ce fiasco. Si vous avez suivi, Carla, mon ex-femme, pensait pouvoir se jeter dans la gueule du loup, tout prendre et commencer une nouvelle vie avec Justine, son coach sportif. Mais le karma l'a rattrapé, et nous voici dans la dernière ligne droite. Laissez-moi vous raconter comment s'est déroulée cette scène au tribunal, et pourquoi Carla regrette sans doute d'y avoir mis les pieds. Le jour de l'audience est enfin arrivé. Carla est entrée, mais son allure de diva était bien différente de celle à laquelle j'étais habitué. Pas de blazer de créateur, pas de sourire suffisant, juste elle et son avocat, aussi confiante que deux enfants en retenue. Elle devait se douter que ça n'allait pas tourner à son avantage. L'atmosphère était tendue, et honnêtement, j'ai adoré ça. De l'autre côté, j'étais là avec Steve, mon avocat. Il était bien préparé, avec un classeur tellement épais qu'il aurait pu servir de cale-porte. À ce moment-là, je n'étais pas nerveuse. Je n'avais rien à perdre. Carla avait déjà tout donné, et j'étais toujours debout. Aujourd'hui, il s'agissait non seulement de survivre, mais de gagner. Son avocat a commencé par présenter sa demande de compensation pour préjudice moral dont je vous ai parlé précédemment, dressant le portrait de Carla comme une épouse souffrante et épuisée émotionnellement par mon manque de soutien à son épanouissement personnel. Apparemment, mon refus de soutenir son parcours de remise en forme, autrement dit sa liaison avec Justine, était une forme de négligence. Steve, mon avocat, a laissé son avocat s'exprimer un moment, les laissant s'enfoncer dans leurs propres problèmes. Puis ce fut notre tour. Steve a commencé par démanteler méthodiquement leur argumentation. Il a apporté la preuve que non seulement j'avais soutenu Carla, mais que j'avais fait bien plus que ce que je pouvais lui apporter durant son prétendu parcours de remise en forme. Il a présenté des preuves que j'avais pris en charge les tâches ménagères, adapté mon emploi du temps et même encouragé Carla à poursuivre ses objectifs. Il a lu à haute voix des SMS où je lui proposais de lui préparer des repas sains, la soutenait dans ses séances de sport et lui suggérait même de suivre des cours de fitness en couple pour renforcer notre relation. Et là, Steve a lâché la bombe. La demande de compensation pour préjudice moral de Carla n'était pas seulement sans fondement. C'était une tentative flagrante de dissimuler sa propre négligence émotionnelle. Il a présenté des courriels et des SMS où Carla me ridiculisait ouvertement devant ses amis, me traitant d'ennuyeuse et de boulet.
Il avait même des captures d'écran où elle se vantait de Justine et me présentait comme son plan B. Mais le coup de grâce est arrivé lorsque Steve a abordé l'aspect financier des accusations de Carla. Il a présenté nos relevés bancaires montrant comment Carla avait détourné des milliers de dollars de notre compte joint pour financer son train de vie luxueux. L'avocat de Carla a tenté de se défendre, mais Steve n'en avait pas fini. Il a dévoilé la preuve ultime, une entrée du journal intime de Carla, obtenue par voie de citation à comparaître. Dans cette entrée, Carla décrivait son plan machiavélique pour me quitter, tirer le meilleur parti de ce mariage et utiliser l'argent du règlement pour financer sa nouvelle vie avec Justine. L'incrédulité du juge à la lecture de ces mots était palpable. Un silence de mort régnait dans la salle d'audience tandis que le juge feuilletait les documents, son expression sévère s'assombrissant à chaque page. Carla était assise à côté de son avocat, visiblement tendue, ses ongles vernis tambourinant nerveusement sur la table. Sa confiance, qu'elle avait si ostensiblement affichée lors de la médiation, s'était évaporée. Assise en face d'elle avec Steve, j'éprouvais un mélange d'anticipation et de satisfaction. C'était le moment décisif, celui où tout le récit que Carla avait tissé allait s'effondrer. Le juge commença par aborder la demande de Carla en matière de préjudice moral. « Madame Patterson, dit-il d'une voix calme mais ferme, votre demande de préjudice moral est dénuée de tout fondement. » Il marqua une pause, laissant ses paroles faire leur chemin, avant de poursuivre, si la détresse émotionnelle est un élément valable dans certains cas, ce tribunal exige des preuves claires et tangibles. Vos allégations reposent sur des sentiments subjectifs, et non sur des faits. Il se tourna ensuite vers les contre-arguments de Steve. Il énuméra les SMS, les relevés bancaires et les légendes Instagram qui dressaient un tableau radicalement différent de celui que Carla et son avocat avaient tenté de présenter. « Monsieur Patterson, dit le juge en s'adressant à moi pour la première fois, vous avez fait preuve d'un soutien constant et sans faille envers votre épouse durant votre mariage. Les preuves fournies ne révèlent aucune négligence affective. Au contraire, elles suggèrent même l'inverse. Vous avez tout fait pour répondre à ses besoins et à ses aspirations. » L'avocat de Carla tenta d'intervenir, butant sur une objection, les preuves auraient été sorties de leur contexte. Le juge le fit taire d'un geste de la main. Le contexte est clair. Maître, passons à autre chose. Le juge aborda ensuite l'aspect financier de l'affaire. Il examina méthodiquement les preuves présentées par Steve. « Madame Patterson, dit le juge d'un ton plus froid, vous avez retiré plus de 223 000 dollars de votre compte joint durant la période précédant le dépôt de cette demande de divorce. Ces fonds n'ont pas servi aux dépenses du ménage ni aux besoins communs. Ils ont été dépensés en articles de luxe, restaurants gastronomiques et plaisirs personnels. Le tribunal juge ce comportement irresponsable et constitue une violation flagrante de vos obligations financières conjugales. » Carla se tortillait d'embarras. Assise sur son siège, le visage rouge écarlate, Carla Patterson tenta de minimiser les dépenses. Son avocat prétendait qu'il s'agissait d'un mécanisme de défense face à une période difficile. Le juge resta de marbre. « Les mécanismes de défense ne justifient pas l'insouciance financière, déclara-t-il sèchement. Vint ensuite la question de la maison. Carla avait plaidé avec assurance qu'elle avait droit à la moitié, affirmant avoir contribué moralement, sinon financièrement, à son entretien. Steve était préparé. Il fournit des documents prouvant qu'il avait remboursé l'intégralité du prêt hypothécaire, entretenu la propriété et même effectué des rénovations, sans que Carla n'ait rien déboursé. Le juge ne mâcha pas ses mots. « La maison restera la propriété de Monsieur Patterson, déclara-t-il. Madame Patterson, vous n'avez aucun droit financier sur cette maison au vu des preuves présentées. » Carla en resta bouche bée. Son avocat lui murmura quelque chose à l'oreille, mais elle le repoussa d'un geste de la main, trop abasourdi pour répondre. Le juge n'en avait pas fini. De plus, poursuivit-il, en raison de l'utilisation non autorisée des fonds matrimoniaux, Madame Patterson est condamnée à rembourser à Monsieur Patterson la somme de 23 750 $. On aurait pu entendre une mouche voler. L'avocat de Carla s'est affalé sur sa chaise, visiblement vaincu. Carla, elle, semblait avoir reçu un coup de poing en plein visage. Son récit soigneusement construit s'était effondré de façon spectaculaire, ne lui laissant que les conséquences de ses actes. Le jugement était définitif. Aucun appel, aucune échappatoire. Le juge a fermé son dossier et a déclaré « L'audience est levée ». Je me suis adossé à ma chaise, un immense soulagement m'envahissant. Justice avait été rendue et, pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir enfin respirer. En quittant la salle d'audience,
la tension était palpable. L'avocat de Carla rangeait déjà sa mallette, évitant le regard de tous. Carla le suivait, la tête basse. Elle qui s'était lancée dans cette affaire avec l'assurance d'une star de télé-réalité, paraissait maintenant complètement anéantie. Steve m'a tapoté l'épaule en sortant. On a réussi, a-t-il dit avec un petit sourire. J'ai hoché la tête, reconnaissante de son soutien. Au travail. Non seulement il m'a défendu, mais il a aussi révélé la vérité sur les manœuvres de Carla. En sortant du tribunal, je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un dernier regard à Carla. Elle était toujours là, le regard vide, fixant le sol. Un bref instant, j'ai ressenti une pointe de pitié, mais elle s'est vite dissipée. Elle avait orchestré ce chaos, et maintenant elle en subissait les conséquences. Les jours suivants, les répercussions du jugement sont devenues criantes. Carla a reçu l'ordre de quitter la maison sous 30 jours, et je me suis assuré de le faire respecter. Elle a tenté de gagner du temps, prétendant avoir besoin de plus de temps pour régler ses affaires, mais je n'ai pas cédé. Je lui ai rappelé qu'elle avait eu tout le temps de se préparer pendant qu'elle étalait sa liaison avec Justine. À contre-cœur, elle a fait ses valises et est partie. La voir partir ce dernier jour fut étrangement satisfaisant. Elle a chargé ses valises de marque dans une vieille voiture. Une amie la lui avait apparemment prêtée, et elle est partie sans même un mot. Au revoir. La maison, autrefois empreinte de tension et de ressentiment, sembla soudain paisible. La situation financière de Carla se dégrada rapidement. Sans accès à mes revenus ni au fonds commun qu'elle puisait dans mes économies, elle dut se débrouiller seule. Elle tenta de vendre certains de ses vêtements et sacs de marque, mais cela ne suffit pas à rembourser sa dette envers moi. La rumeur courut qu'elle empruntait de l'argent à des amis qui commençaient à se lasser de ses lamentations. Quant à Justine, il avait complètement disparu. Il ne répondait ni à ses appels ni à ses messages. Un soir, environ 2 semaines après le jugement, Carla se présenta à la maison sans prévenir. J'ouvris la porte et la trouvai là. Son apparence autrefois impeccable avait laissé place à des cheveux en bataille et à des yeux cernés. Elle semblait n'avoir pas dormi depuis des jours. « Dave, dit-elle doucement, la voix brisée. On peut parler ? » Je sortis et refermai la porte derrière moi. « Que veux-tu, Carla ?» Elle hésita, se tordant les mains. « Je voulais juste. Je suis désolé pour tout. J'ai fait des erreurs, de grosses erreurs. Je me suis laissé manipuler par Justine. Je me suis laissé prendre au piège de ce fantasme et j'ai tout gâché. » Ces mots semblaient récités, mais le désespoir dans ses yeux était bien réel. Elle n'était pas là pour s'excuser par véritable remords. Elle était là parce qu'elle n'avait nulle part où aller. « Je ne sais pas ce que tu attends de moi, » ai-je répondu d'un ton calme mais ferme. « Tu as fait tes choix. Tu as choisi Justine. Tu as choisi d'essayer de tout me prendre. Et maintenant, tu en subis les conséquences. » Les larmes lui sont montées aux yeux. On pourrait au moins être poli. Recommencer à zéro? Je n'ai plus rien, Dave. Je suis perdu. Je l'ai fixé un instant, impassible. Carla, je t'ai tout donné. Mon soutien, ma confiance, mon amour, et tu as tout jeté par la fenêtre. Tu ne peux pas revenir maintenant et me demander une seconde chance. Ça ne marche pas comme ça. Elle s'est effondrée en sanglots sur le perron, mais je n'ai pas. J'ai tressailli. Après un instant, je suis rentré et j'ai refermé la porte, la laissant dehors avec ses regrets. Depuis ce jour, j'ai tourné la page. Quant à Carla, j'ai entendu dire qu'elle a encore du mal à se remettre sur pied. Elle a rompu les ponts, perdu des amis et doit maintenant faire face aux conséquences de ses actes. Parfois, le karma ne se contente pas de frapper à la porte, il la défonce. Et pour Carla, il ne lui a laissé que les conséquences de ses actes.